Bonjour à tous et bienvenue dans Ça on voit, le podcast où on va vraiment voir les voix. Et aujourd'hui, on est avec la doyenne de la profession. Ça C'est y est, vrai. j'ai mon premier Gremlins, même pas 25 ans. Ah bah, J'ai, ouais, tu vas en prendre tout le long j'ai, de l'émission, c'est normal. On est j'ai avec 70 Morgane. ans, ça se Oui, voit. oui, ça se voit, c'est les oreilles de chat qui font. On Je est, sais. je fais semblant de faire un lancement sérieux, mais pas du tout. On est aujourd'hui avec Morgane Bréhamel, nouvelle dans le doublage, toute jeune, mais déjà du travail, déjà du talent, déjà de l'activité, et en plus, elle est étudiante en neurosciences, donc connaissance scientifique sur ce qui se passe au niveau du lien entre la voix et le cerveau. On va bien sûr en parler et ça va être un point de vue au-delà de la blague assez intéressant parce que assez inédit. Pour l'anecdote, j'avais raconté une énorme bêtise Ah oui, sur un post qui parlait de maladies neurologiques de la voix et elle est arrivée et elle a fait non, c'est pas vrai. Elle a pas du tout une voix comme ça. Hein, Je parle comme ça tous les jours, c'est pas ça va être horrible. Ça va être long, ça va être terrible. Est-ce que j'ai oublié des trucs importants, Morgane, à part au-delà de la blague? Non, je pense que tout va bien. L'introduction avec le commentaire que je t'ai fait est très cool. Voilà, on a tout dit. Ouais, c'est parfait. T'es doué, t'es étudiante, t'es C'est insupportable. vrai, je suis incroyable, je fais des Voilà. choses incroyables. Voilà. Que dire de plus? Alors, que Euh, dire de plus? que dire de plus? Que dire de plus? Eh ben que ça va être intéressant de t'avoir avec nous dans l'émission pour voir le point de vue de la nouvelle génération qui arrive dans le doublage, blague à part, puisque on va peut-être commencer par là, sur ton parcours, sur tes motivations. Toi, à la base, tu viens du sud-ouest et tu es monté à Paris pour faire du doublage en plus de tes études. Tu nous racontes un peu? Exactement. Ouais, moi de base, je suis de Toulouse, donc c'est cool, j'ai pas l'accent du sud, je m'en sors sur ce point. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, en 2023, c'est assez récent, j'ai déménagé sur Paris, j'avais 20 ans, je venais d'avoir 20 ans et je me suis dit, ben, vamos, parce que pour le coup, je faisais du doublage quand j'étais à Toulouse, mais j'en faisais, chez moi dans un cadre pas du tout, professionnalisant. Je me disais: «Bon, bah, c'est sympa, c'est cool, je fais des petites vidéos, ça plaît aux gens, bah, que demander de plus?» Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, ah, c'est cool les études, c'est cool d'en faire chez soi, mais en vrai, j'ai pas mal envie d'en vivre et j'ai pas mal envie surtout de faire ça principalement. Ce qui n'était pas le cas avant, étant donné que du coup, j'ai fait un parcours strictement scientifique et que moi, de base, je me disais, je vais bosser. Bon, de base, je voulais faire vétérinaire, donc j'ai fait plusieurs petits trucs bah, du coup, j'étais destinée à un truc un peu scientifique. Et en fait, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai fait un bac S, je me suis dit, j'ai fait un bac S, donc je suis destinée à faire un truc scientifique, Hmm. alors que, bah, même en général, je suis quelqu'un qui est quand même plutôt penché sur le côté littéraire, artistique, créatif. Donc, voilà. Et du coup, ouais, là j'ai bougé, formation, expérience, tout ça. Alors je te rassure tout de suite parce que c'est en fait plus commun qu'on ne croit et même dans la profession, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Mhm. Jacques France qui nous a quittés il y a Oh, pas très ok. longtemps. Tu vois qui c'est Jacques France? Ouais. Je redis pour les gens hein, qui était très connu du grand public pour être la voix française habituelle en doublage de Mel Gibson Mhm. entre autres. Et Jacques France avait fait des études de philosophie poussées, je crois, assez loin, presque jusqu'au doctorat, avant Oh, d'avoir le ok. droit d'aller vers le théâtre, parce que pareil, la famille voulait absolument qu'il fasse des Bah oui, études. Roger Carrel a ça je commencé savais le pas. théâtre passé 20 ans, il était chez les jésuites et il devait devenir ecclésiastique, prêtre. Oh, oh waouh! Ok, ça je ne savais pas. Et c'est waouh, ok. Donc ça veut rien dire, il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Harrison Ford a été charpentier pendant 10 ans, Mhm. Anthony Hopkins était boulanger. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il y a toujours ce truc de quand t'as pas fait, quand t'es pas l'enfant prodige qui a fait le théâtre depuis qu'il a 5 ans, qui a fait tout ça toute sa vie, bon, Hmm. t'es un peu le petit rat, tu vois, qui vient du sud, là. Ouais, alors ça c'est un truc de Parisiens entre eux, puis des enfants prodiges, il n'y en a pas tant que ça et c'est pas forcément les meilleurs. Hmm. Donc bon, parenthèse fermée, commence pas à douter, jeune padawan. C'est vrai, je ne doute pas. Non. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ça se passe plutôt dans l'autre sens en général, c'est-à-dire les études sérieuses, c'est le plan A, et le plan B, c'est la comédie, la peinture, le Mhm. doublage, la musique. Alors que toi, t'avais C'est fait dans l'autre l'inverse. sens. Ouais.
C'est marrant ça. Ça me fait sauter une question de la fin, mais on y reviendra Ok. certainement un peu plus. Tu as fait ça avec le soutien parental ou en opposition ou... Moi, pour le coup, j'ai toujours vécu avec ma mère, mais juste avec ma mère. Et moi, pour le coup, j'ai une relation hyper fusionnelle avec ma mère. Et ma mère, c'est vraiment le parent par excellence qui, je pourrais dire, écoute maman, je vais déménager au Pérou, je vais élever des lamas seule. Elle sera très contente et elle viendra me voir. Il y a pas de souci. C'est, Côté classe. ouais. Moi, j'ai toujours ça, je veux jamais m'en plaindre. J'ai jamais eu ça, c'est bon. On y reviendra un peu plus tard parce que c'est un. Bah, tu pourras donner ces témoignages-là, notamment pour les jeunes qui veulent se lancer, pour les débutants. On sous-estime souvent l'importance de l'entourage, le soutien moral Ouais. qu'il faut au début. C'est, Ah oui, ouais. enfin, tu sais ou tu sais pas, mais c'est en tout cas un truc qui arrive assez souvent. Il y a des gens qui ont un vrai talent et qui ont une vraie envie, et ils sont avec des parents ou un conjoint ou une conjointe qui est un peu craintif et qui transfère ça sur les gens en disant ah, quand même, lâche pas ton job, ça me fait un peu peur, artiste c'est précaire et tout. Puis la trouille les gagne, et puis après ça devient le cliché, tu sais, la chanson J'aurais voulu être un artiste. Tu te réveilles un Ouais. jour à 50 ans et t'es passé à côté de ta vie parce que t'as eu peur. Ouais. Donc déjà, parmi toutes les choses insupportables que tu fais, t'auras pas fait cette bêtise. C'est déjà C'est ça. vrai. C'est déjà ça. C'est vrai. Mais ouais, non, mais je vois, même dans le métier, il y avait eu Laurent Blancpain euh, qui m'avait parlé de ça et qui m'avait dit, on s'était croisés en plateau, qui m'avait dit que lui, de base, il avait aussi fait un parcours très scientifique. Alors, je sais plus ce qu'il a fait, mais lui, c'était pas biologie, c'était autre chose. Je crois que c'était physique, mais bon, je vais pas dire de bêtises. Et il m'avait dit que lui, par contre, ses parents étaient pas fans, il me semble, du fait que comédie, machin chose, et que du coup, au bout d'un moment, en fait, il avait lâché et il avait dit, bon, bah fuck, c'est bon, quoi. Ce Mais qui est pas évident, hein, parce que ouais, le risque existe. Euh, oui, c'est ça. Peu d'appeler, encore moins d'élus. Et on peut Mm. comprendre aussi le point de vue des parents qui se disent attends, en plus à notre époque, Oui, il va c'est- être dans la merde. Bon. bah ouais, ce sont des craintes de parents légitimes. Mais Mm. bon, ça fait partie du processus. Donc tant Mhm. mieux si ta maman te soutient là-dedans, c'est cool. Ouais. Pourquoi les neurosciences? Bah, du coup, je vais revenir au tout début. Ouais, Attention. fait. Je suis née en 2000. Non. Euh, Déjà, t'es né en 2000, donc tu parles moins fort. Ah, je vais c'est t'allumer toute vrai. la période, Ah, c'est je normal. suis trop jeune. Je suis trop jeune. Non, mais comme je disais, moi, je voulais faire veto de base, ce qui n'a aucun rapport avec le neurosciences. J'ai eu, bah, du coup, moi, j'ai été très souvent sur ce chemin de, comme je disais, j'ai fait scientifique, je veux faire vétérinaire, donc je vais rester sur le chemin longtemps. Et en fait, bon, je raconte l'anecdote encore maintenant, hein. J'ai passé le concours veto. Je me suis préparée pendant 2 ans et demi. J'avais cours samedi, dimanche. J'avais aucun week-end. Je bossais tout le temps. Je l'ai pas C'est eu, dur. même Le si j'ai eu. concours veto, c'est dur. Ouais, je l'ai pas eu, même si j'ai eu une note quand même cool. Mais il se trouve que 2 jours avant le concours veto, c'est le moment où je me suis dit, mais en fait, j'aime pas faire ça. En fait, j'aime pas, et je vais pas tenir plusieurs années à faire ça. Et en fait, c'est cette image d'idéalisation de ah, je veux faire tel truc, ce truc est trop bien et tout. Et au bout d'un moment, tu te dis mais en fait, je vais switcher et je vais faire du doublage. Mais du coup, pour revenir aux neurosciences, moi la bio, du coup, j'étais partie sur un truc de bio après vétérinaire. Je me suis dit je vais continuer dans la bio. Dans la bio, il y a beaucoup de choses. Et au fur et à mesure des études, on se rend très vite compte des compétences qu'on n'a pas et les choses qu'on déteste. Par exemple, dans la biologie, moi, je suis nulle en biologie moléculaire. Mais vraiment nulle. Très, très nulle. Et le truc, c'est que du coup, les neurosciences, j'en ai eu au bout de la 3e année, je crois, de licence. Ça a été c'était un truc tardif. Et au début, en plus, c'est que la surface qu'on te montre. Et en fait, ça a vite touché un truc dans le sens où c'est plus comportemental. Moi, c'est le comportemental, le côté cognitif qui m'intéresse. Le fait que, en fait, on peut tout expliquer. Avec une zone, une partie du cerveau, on peut expliquer tellement de choses. Euh, et moi aussi, c'est le côté pathologique que j'aime bien. C'est le fait de voir, en fait, on peut pas tout voir. Et effectivement, il y a certaines choses avec, par exemple, les IRM ou ce genre de trucs. Mais il y a tellement de choses, même que maintenant on ne connaît pas encore et qui sont en train d'être étudiées là, que ce truc, bah,
m'a beaucoup intéressé. Voilà. Tu me fais penser un truc que je me note pour plus tard, Dis-moi. ou qu'on peut évoquer maintenant d'ailleurs, si tu veux. Ouais. Parce que je profite comme j'ai quelqu'un qui est compétent là-dedans, ce qui est assez rare parce que les neurosciences, c'est assez spécifique comme formation et comme compétence. Mais souvent avec des jeunes gens en mise en scène, dans mon métier, j'ai du mal à les amener sur quelque chose qui vient du livre parce qu'ils sont beaucoup câblés sur l'écran. Donc, question de génération et de voilà, c'est pas forcément des choix personnels, c'est plus de la captologie et du piratage neural de fond qui demande tout un travail de vigilance pour se sevrer parce qu'il y a un gros effet d'addiction. Et j'avais fait quelques petites recherches d'autodidacte, des trucs vulgarisés, mais j'étais tombé sur un truc qui m'a marqué, qui expliquait que le problème du travail sur écran, quel que soit ce que l'écran diffuse d'ailleurs, c'est pas le problème de regarder Arte ou TF1 comme on disait à l'époque de la télévision catholique. C'est vrai. C'est le problème de l'écran en tant que tel. Le message lumineux de l'écran va court-circuiter le cortex orbitofrontal qui est le siège des raisonnements complexes pour aller très vite, si j'ai bien compris, et je parle sous ton contrôle, et va aller taper juste derrière dans le striatum qui gère la dopamine, ce qui fait que le scrollage sur les écrans de téléphone et les petits jeux flash et toutes ces conneries rendent en fait addict à la sensation de récompense immédiate gérée C'est par la ça. dopamine et en fait te rend incapable à gérer la frustration, ce qui Ouais. fait que d'un point de vue cognitif tu deviens de plus en plus con parce que tu es incapable de garder en tête deux idées contradictoires, ce qui est la base de faire un raisonnement pour en faire la synthèse dialectique, et que aussi tu ne supportes plus d'un point de vue hormonal et émotionnel de ne pas avoir de récompense immédiate en échange d'un tout petit effort de ta part. Et donc c'était assez vertigineux les conclusions de cette étude que j'avais lue, et je me demandais comment ça impactait comme phénomène les générations qui étaient nées 20 ans après moi. Or là, j'ai quelqu'un qui est une consoeur, qui a 20 ans de moins, et qui en plus étudie les neurosciences. Alors s'il te plaît, commente-moi ça avec l'œil de l'expert. Qu'est-ce que ça Dans le, donne? dans le sens impacté au niveau génétique ou comportemental? Dans le sens de tout ce que je viens de dire déjà, est-ce qu'il y a des conneries ou est-ce que c'est vrai et à quel point et quels sont les impacts? Est-ce que toi tu le vis, tu le ressens, tu le constates Ok. Voilà, dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que du coup, oui, en fait, c'est surtout de la désensibilisation, dans le sens où, comme tu disais, c'est très vrai, le truc de dopamine et tout. En fait, du coup, c'est un peu de la saturation de nos récepteurs de dopamine, parce qu'on a de la dopamine très facilement. Alors que de base, il y a quand même une certaine recherche de récompense, une recherche de dopamine. Sauf que l'exemple le plus facile à donner, c'est TikTok. TikTok, on scrolle, on a instantanément de la dopamine en fait. On n'a rien à faire, on a juste à faire ce geste et c'est fini, on a notre shot de dopamine et ça passe. Quel que soit le contenu, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est stimulant dans tous les cas parce qu'on va tomber sur quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose qui nous est présenté parce que ça peut nous plaire, un dessin qui nous plaît, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on va du coup avoir notre shot de dopamine et c'est tellement simple de l'avoir à chaque scroll qu'en fait, ça va être de la désensibilisation des récepteurs du coup à la dopamine. Et donc, c'est récompense immédiate, pas de recherche, et c'est un peu, c'est pas que ça nous rend amorphe, mais ça limite la recherche à la récompense, et donc on est moins, tu vois, j'ai pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. S'il y a un phénomène d'addiction, ça veut dire qu'il faut compenser par l'augmentation en quantité, comme pour une drogue, pour que ça te Oui, fasse c'est ça. ressentir l'effet. Donc c'est un peu un cercle vicieux, C'est toujours et plus. c'est toujours plus. Et ça impacte forcément sur... et on va revenir sur ton métier, mais pas que, parce qu'on va en parler de ça. Quand tu construis un personnage, quand tu crées un personnage, tu es censé construire quelque chose, écrire quelque chose, lire, prendre le temps du temps long pour poser ta voix, tes intentions, tes regards, etc. Si la toile de fond neurologique et comportementale de toute une génération c'est devenu si ça va pas à toute vitesse, c'est ringard, et si en 5 secondes j'ai pas le message, c'est qu'il est mal expliqué. Non, Polo, c'est peut-être toi qui es trop con Ouais. pour le comprendre. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond? Et s'il y en a un, est-ce qu'il se ressent aussi dans le métier?
Je sais pas si ça moi, j'ai plus l'impression que c'est, comme je t'avais dit par rapport à TikTok, j'ai l'impression qu'en général, tout est facilement visionnable. On cherche plus, même avec bon, on va en parler, hein, ça forcément, mais l'IA, forcément, ça en fait partie. Ouais. Le fait d'avoir toutes les informations à la seconde, alors que non, il faut chercher par soi-même, il faut galérer, et même en général à faire des choses, même comme tu disais, interpréter un personnage, réussir à le construire par soi-même, c'est pas un truc qui va nous arriver comme ça. En une seconde, quoi. Faut galérer, faut mettre du temps, faut mettre de soi. Et en fait, c'est vrai que peut-être que dans les nouvelles générations, je le ressens un peu, qui est moins ce truc de, pas de la patience, mais peut-être de la concentration. J'ai l'impression qu'on a moins la capacité de se concentrer sur un truc et d'aller loin dans ce truc. Si c'est un truc qui n'est pas Mm. stimulant instantanément, quoi. Le rapport à l'ennui est moins bien géré. S'il n'y a pas une stimulation Ouais, renouvelée dans des fréquences très rapides, l'attention décroche, c'est ça? ouais, après ça peut être lié aussi le fait que l'ennui en général, c'est peut-être lié au fait que j'ai l'impression que les jeunes ont de plus en plus de mal avec la solitude et que l'ennui est moins facile à tanker, donc il faut être stimulé. Il y a plein de personnes par exemple qui peuvent pas dormir la nuit sans stimulation parce que le fait d'être seul, le fait de pas avoir un bruit d'une télé, un bruit d'un truc, une série, ça les renferme un peu. Mais ça, oui, ça c'est le problème de chaque génération, de toute façon. Oui, oui, c'est pas. Je vais pas te faire à toi toute seule le porte-parole d'une génération, Non. mais par contre, il y a un témoignage avec une expertise qui est intéressant. Et puis ça, encore une fois, ça, c'est des questions, hein, c'est pas des affirmations, mais je me demande jusqu'où ça transite déjà en général, et puis dans les métiers de création, et puis dans nos métiers de la voix, parce que c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait de plus supporter finalement la solitude. Si tu supportes plus la solitude, comment tu fais en doublage pour habiter les silences? C'est le premier truc où tu vois, je me dis, mais ah tiens, je fais le lien directement. Peut-être à Ouais, tort d'ailleurs, mais bah, je pense que les gens qui ne supportent pas la solitude et qui sont comédiens ont peut-être, comment dire, un rapport à la solitude dans le sens où si socialement ils sont seuls, c'est compliqué, mais si c'est dans le sens d'interpréter un personnage et de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un de créatif et quelqu'un qui peut sortir de lui-même, ça va. Mais oui, solitude, je voulais dire dans le sens strictement social. oui, c'est pas, ça n'impacte pas forcément sur la capacité à capter, à retenir et à aller rechercher dans sa mémoire Oui, des émotions, des mimétismes, enfin, l'intelligence humaine, je sais pas c'est comment ça. faut dire, mais enfin, le truc que font tous les comédiens, c'est d'observer ce qui se passe, Oui, de retenir, puis un jour ça servira oui, c'est ça. dans un personnage. C'est ça. Mais ça, tu nous expliqueras en détail comment toi tu fais Ok, pour ça me va. construire tout ça. Mais en tout cas, ok, bah c'est plutôt rassurant parce que il peut y avoir des fois une tendance à interpréter de la pire manière possible les dégâts générationnels par rapport à toutes ces histoires d'écran, de smartphones, d'IA, etc. Ouais, Des fois, ça envoie vraiment l'impression, et des fois, hélas, c'est le cas, que ça va être compliqué qu'ils tiennent la route ouais. quand ils auront mon âge, quoi, les gens qui ont ton âge aujourd'hui. Parce qu'ils Bah se après, sont fait ravager le cerveau, quoi. oui, bah oui, on est. Après, on n'est pas les pires. Il y a une génération au-dessus de nous, c'est pire. Hein. Enfin, après nous, c'est. Je suis en train de me rendre compte que je parle comme un vieux con. Ne ris pas, c'est extrêmement vexant. Vas-y, c'est pire. Non, mais moi j'ai espoir. En vrai, j'ai espoir. Enfin, après, je vais être très. J'allais dire j'ai espoir dans ma génération parce Oui. que ouais, je vais être assez négative, mais parce que c'est ce que je vois aussi. J'ai l'impression que les jeunes, je vais parler comme si. Voilà, j'ai 40 ans. Ah, l'horreur. C'est pas ce que Non, mais Non, mais j'ai ok, l'impression 15 ans, que c'est très pas ce que bien. tu crois. Mais je voulais dire les jeunes d'aujourd'hui, dans le sens ceux qui sont maintenant au collège ou au lycée, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu disais, bah, en fait, maintenant, tout tourne autour des réseaux. Et moi, à mon époque, à mon époque, Tu y viens? quand j'étais, moi, au collège ou au lycée, il y avait beaucoup ce truc de téléphone, YouTube et tout, Mhm. mais moins, beaucoup moins. Ouais. Là, j'ai l'impression, si t'as 13 ans, si t'as pas de téléphone, t'es oula, quoi. Enfin, je
C'est un peu, voilà. Mais du coup, moi, ma génération, pour le coup, ça va parce que je me dis, il y a quand même, je sais pas, il y a quand même, moi, les gens de mon âge que je connais et avec qui je suis pote, souvent, c'est des gens qui sont très créatifs. Mais très, très créatifs. Et pour le coup, bah, c'est des choses, ils pensent à des choses auxquelles les gens n'auraient pas forcément pensé. Et du coup, il y a ce truc de, ok, tu viens d'une génération qui a quand même été un petit peu, moins que celle-là, mais un petit peu ravagée, entre guillemets, par les écrans. Mais il y a quand même ce truc de, je veux apprendre à faire mieux, je veux apprendre à créer des trucs, je veux poser ma patte, quoi. Ah, je comprends ça. Il y a toujours la volonté, je trouve. Peut-être même qu'il y a plus la volonté parce qu'il y a une prise de conscience de la pesanteur de ce facteur écran. Mmh. Encore, je me souviens, j'ai entendu ça aussi quand j'étais petit. Les parents avaient peur qu'on devienne débile en regardant le Club Dorothée. Bon, je regardais le Club Dorothée comme tous les gamins de mon âge et je suis pas devenu débile. Ne dis rien. Mais on avait un contrepoint. On avait les Oui. livres, on avait à aller jouer dehors. Oui. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Euh, Pourtant, il y avait les consoles de jeux et on en était tous dingues, exactement comme les jeunes aujourd'hui sont dingues du truc du moment. Ça rend pas spécialement débile. Par contre, Ouais. tu te rends compte de l'impact que ça a sur le temps long. C'est-à-dire que tu perds certaines habitudes remplacées par d'autres. Et ça, tu Bah, lis des bouquins toi encore, par bah exemple? justement, j'allais le dire. Moi, justement, je C'est parlais de ma dommage. mère. Et tu disais oui, on lisait des livres et tout. Moi, même si bon maintenant là, je suis très jeux vidéo, machin chose et tout, j'adore ça. Mais quand j'étais petite, ma mère faisait partie des mamans qui disaient, ok, l'écran c'est chronométré, j'ai pas envie que tu deviennes débile. Ouais, C'était, moi j'avais ça. Hein. bien sûr, il le Donc faut. pour le coup, moi, avant d'avoir mon premier téléphone, mon premier ordinateur, ça a mis du temps. Et donc, ce que j'utilisais, c'était les livres. Et moi, j'ai lu tellement de trucs. J'en ai lu énormément. J'ai une bibliothèque chez moi, mais le truc, c'est que bah, je lis plus, quoi. Bah, parce que t'as perdu le goût pour ça en remplaçant les heures de livre par des heures d'écran ou Je pour d'autres pense raisons? que, je pense que inconsciemment, j'ai remplacé. Et en vrai, c'est triste parce que même maintenant, j'ai des livres. Parfois, je vais acheter des livres et je me dis, oh, trop bien, celui-là, je l'avais pas lu à l'époque. C'est une suite ou un truc du genre. Je le prends et j'ai toujours pas lu le livre en question. Alors que je l'ai acheté il y a je sais pas combien, mais parce que c'est tellement plus facile de se dire, oh, en vrai, avant d'aller dormir, bon, bah, je vais scroller 2 minutes TikTok, ça va être sympa. Ouais. Bah, c'est la solution facile, en fait. Mm. Donc, mais ouais, les livres, Non, c'est phénoménal. Même pour quelqu'un qui a été biberonné au livre et qui a eu des parents qui ont protégé comme toi, le phénomène s'applique. ouais, Comme quoi, il n'est ouais, pas à ouais. négliger. Mais D'accord. faudrait que j'y pense, ça, encore. Je vais me faire un post-it à la fin de l'interview, je vais mettre en gros sur mon lit, lis un livre ce soir. Ouais, mais en plus, je suis sûr que c'est plein de bienfaits sur plein de points. Je me demande simplement à quel point ça se transfère dans nos métiers. Mais après, bon, je suis pas objectif là-dedans, mais Ouais, je sais que peut-être, c'est beaucoup du livre pour moi. ouais, peut-être l'imaginatif ou la création. Et puis lire des phrases qui ont été écrites par des gens qui avaient un rapport de l'écriture à la main, bah on est encore dans ton Ouais, domaine des neurosciences, c'est des travaux de Leroy-Gourand sur le geste et la parole. ah, ça, Ça, je ne sais plus. tu sais, taper sur un clavier, ça te développe moins les connexions neuronales que Oui, d'écrire à la main parce que c'est je le même retiens moins. geste, alors que le geste est différencié selon les lettres que tu fais quand tu fais à la Mhm. main. Ce qui fait que c'est pas du tout anodin de ne plus écrire à la main, tout comme c'est pas du tout anodin de ne plus lire des livres papier. Et au Ouais. final, la façon que tu as de t'exprimer et donc de donner ta voix quand tu es professionnel de la voix, si tu es chargé de livres et d'écriture à la main depuis tout petit, ce sera pas le même effet que si tu es chargé de vidéos TikTok et de pianotage sur écran Mhm. tactile depuis tout petit. Ça, après, pour rentrer dans les détails, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne sais pas, mais sur la logique de fond, c'est absolument certain. Oui, bah ça, c'est comme faire un geste différent en général pour retenir un truc. Tu vas le retenir beaucoup mieux, même avec des couleurs ou ce genre de truc. Mais avec le PC, enfin, c'est un peu, bah, comme on disait, c'est un peu trop facile, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, le fait de lire, de faire un geste différent pour ancrer quelque chose, bah, c'est forcément plus utile. Après, toi, tu seras protégé aussi par un bagage de connaissances théoriques sur la question. Ouais. Comme c'est ton domaine d'étude, t'es bien placé pour savoir ce qui se passe quand on fait telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on fait à son cerveau en faisant telle ou telle pratique.
Ouais. T'es Après, trop jeune c'est. pour le savoir. Ouais, mais c'est pas comme si j'appliquais les bonnes choses à faire, quoi. Mes fiches, moi, je les tape à l'ordinateur, hein. Je sais même, il y a encore des gens qui prennent des notes à la main dans les amphis aujourd'hui. Dans les amphis, non, mais en TD, oui. Parce Il y en avait deux et que. on les a pendus. Ah bah, en vrai, non, en vrai, en scientifique, souvent, oui, parce que vu que, en fait, c'est hyper chiant de noter des trucs de maths, de physique ou de chimie au PC, c'est horrible. Ouais. Donc, soit c'est à la tablette, il y a beaucoup de gens qui ont des tablettes et qui écrivent à la tablette, ou sinon, bah, c'est à l'écrit, si jamais c'est des TD vraiment très théoriques, quoi. Mais c'est vrai que c'est PC sinon, hein. Putain, inverser des matrices ou faire de la chimie orga avec autre chose qu'incarner un crayon, bonjour. Ouais, oui, ouf, belle molécule sur PC. Ouais, c'est ça. Ok. Petite digression, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on reste dans le domaine du lien entre qu'est-ce qui se passe dans la voix, ça retranscrit aussi beaucoup qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Mhm. même si c'est du domaine de l'inconscient. Mais revenons d'abord un petit peu sur toi et sur ton parcours, parce que tu m'avais dit que tu avais fait du théâtre à l'école, mais que tu avais quand même gardé une certaine timidité, et pas forcément une aisance dans la chose. Ouais. Moi, toute petite, j'ai été un monstre de timidité, vraiment. Même pas qu'en social, hein, dans le sens où si jamais je ratais quelque chose, c'était la fin du monde. Moi, j'allais en DS de maths, j'étais incapable de finir ma copie parce que j'étais comme ça sur la copie, hein. Donc c'était très dur. Même des trucs, et ça a duré assez longtemps, même des trucs tout bêtes, aller demander du pain, ça c'est souvent le truc qu'on utilise, hein, mais aller demander du pain à la boulangère, je pouvais pas, hein. C'était pas possible. Donc ma mère m'a un peu dit bon bah écoute, on va peut-être arranger ça, on va faire du théâtre. Et du coup je me suis inscrite au théâtre. C'était très dur au début. De jouer avec des gens que je ne connaissais pas, de jouer en fait tout court, parce que quand t'es tétanisé par la peur, tu ne peux pas sortir quelque chose de toi, c'est pas possible. C'était très dur au début, mais je pense que c'était un mal pour un bien. Parce que je voulais pas y aller au début, j'y allais à reculons, ça me plaisait pas du tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai, on avait un bon groupe, il y avait les profs qui étaient bienveillants, et puis il y avait ce côté positif, on veut faire des choses, on veut produire des choses. Et au bout d'un moment, ça a arrangé les choses, mais j'ai arrêté après et j'avais toujours ce truc de timidité qui restait. Bon, beaucoup moins, évidemment, hein. Mhm. Là, je pouvais demander du pain à la boulangère, Wouhou. mais, au fur et à mesure, ça allait mieux. Et je pense que c'est vers la fin de ma licence que c'était bon. Euh, C'était fini, j'avais plus de mal à ça. Et je pense que aussi faire du doublage a dû débloquer certains trucs. Surtout le théâtre en vrai, parce qu'en théâtre, on met tout soi, en fait. On met littéralement notre âme devant les gens. Le doublage, on met notre âme, mais j'avais le truc d'être caché un peu derrière l'écran, donc c'était cool. Enfin, derrière le micro, donc ça allait. Mais voilà, ça a bien aidé. Tu dirais que tu as réussi à conjurer tout ça maintenant? Ou presque Ouais. totalement? Ouais, honnêtement, là, il y a des choses encore maintenant où je me dis que c'est des choses, il y a 4 ans, que j'aurais été incapable de faire. Et même pas 1%. Et le truc le plus révélateur, entre guillemets, c'est le truc de quand je vais démarcher en physique dans les studios. Euh, je Avant j'enviais les gens, tu sais, qui étaient très sociaux avec des gens qu'ils connaissaient même pas, mais en restant dans le respect, mais tu sais, très avenant, Mhm. à avoir cette petite étincelle qui donne envie d'aller leur parler, d'aller les voir. Et maintenant, je me surprends à vraiment aller voir les gens, pas bégayer, être mais à l'aise, quoi. Enfin, tout va bien, quoi. Aucun stress. Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Après, enfin, les gens s'en rendront compte, je pense. Il émane plutôt de toi une certaine aisance et même une maturité supérieure à celle qu'on s'attendrait pour ton âge. T'as pas du tout l'air embêté. Non, mais c'est pas pour te faire un compliment spécialement, c'est que c'est vrai. Ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire Oui, que. non, mais ça veut dire que ça se travaille et qu'on peut le dominer parce que moi, je me souviens à ton âge, j'aurais été moins à l'aise que toi dans plein de situations, y compris celle de se faire interviewer ou même Bah d'avoir à oui. marcher un studio. Toi. 22 ans, j'étais encore étudiant et puis je faisais mes trucs, mais
c'est l'idée de passer un entretien pour un boulot, tu vois, tu commences à Ouais, transpirer. Donc c'est parce qu'il n'y avait pas encore le travail de fait justement ouais. sur le théâtre et tout ça, donc ça aide aussi beaucoup. Bah, ouais, ça aide énormément. Et puis, et je me dis, c'est quand même une chose positive qui m'est arrivée parce que il y a un monde dans lequel je serais restée dans ce truc scientifique et peut-être qu'une autre moi, dans un autre univers, aurait décidé de continuer en scientifique et j'aurais toujours eu ce blocage parce que, ok, en études, on fait des oraux, on passe devant des gens, on passe devant des jurys, mais moi, même en licence, quand je faisais des oraux, j'étais pas bien. Ouais. Et là, même dans mes études, dans la vie de tous les jours, dans mes études, ça me sert parce que je fais un oral, bah, y a rien, tout va bien, tout se passe bien. Mm. Donc, et puis, bon, ça marche aussi, mais le côté improvisation, ça marche aussi en oral. J'ai fait de l'impro, donc en vrai, si jamais je passe à l'oral et je dis n'importe quoi, peut-être que c'est un prof qui sera pas trop calé sur ce que je vais dire. Allez hop, il ne saura pas. Personne ne saura. Escroc. Faut pas que je dise ça si jamais il y a un prof qui passe et qui regarde. Oh, il va se dire, elle m'a raconté n'importe quoi. Non, mais c'est au-delà de la blague, et c'est vrai que la capacité à rebondir, je trouve ça très intéressant justement que le théâtre permette ça souvent aux gens, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait et que des fois on a des manquements ou des trop-pleins émotionnels et que c'est pas un drame. Ça se rattrape, oups, chef, j'ai glissé, hop, on passe à autre chose, on rigole de soi, ce qui est très très sain et très important, Ouais. pour pas compenser par un développement d'ego qui donne du narcissisme souffrant, ce qui est un défaut extrêmement destructeur dans nos métiers. C'est là que tu commences à te regarder jouer et à t'écouter faire de la voix, et qu'au lieu de faire Ouais. des personnages en t'oubliant dedans. Donc c'est très très important d'avoir un petit peu arrêté d'être chiante. Oh, Voilà. tu as dit un gros mot. Mais Bien qu'est-ce sûr. que c'est que cette génération là? Ah bah j'ai fait ce que je veux, c'est mon émission. Oh, le dictateur. Voilà, complètement. Je peux dire tous les gros mots que je veux. Polyurcétique, bite, couille, Barbara Streisand, tous les trucs les plus Oh, vulgaires. c'était très vulgaire. Ouais, et en plus, je l'ai repiqué à South Park, le coup du Barbara Streisand. J'ai la ref. Je suis peut-être jeune, mais j'ai la ref. Ha, boumeuse. Hop, j'ai noté dans mon conducteur de t'envoyer un fion toutes les 5 minutes. Minimum. T'as fait une petite frise chronologique. Tu fais, ah là, c'est le moment là, c'est bon. C'est ça, exactement. Comme un spectacle de stand-up. J'adore. Pourquoi le doublage en particulier? Et je te pose cette question avec une idée précise en tête. Il y a beaucoup de comédiens spécialisés dans le doublage qui se sont un peu agacés dans la dernière décennie que plein de jeunes d'un seul coup se piquent avec internet de fans de doublage, de croire que c'est un métier à part qui n'a rien à voir avec comédien et qu'on pourrait faire du doublage que pour doubler des mangas, etc., etc., etc. Et donc, ils ont fustigé très longtemps la dichotomie complètement factice entre doublage et comédie. Donc du coup, quelqu'un de relativement jeune et qui fait du doublage particulièrement, quel est son rapport à ça? Est-ce que doublage comme faisant partie du théâtre, et tu aimes le doublage en particulier pour de bonnes raisons? Ou est-ce qu'il y a eu aussi un peu le symptôme, le doublage c'est cool pour des raisons nostalgiques, par rapport au dessin animé, par rapport à tout ça? Moi, j'ai eu le doublage, c'est cool au début. Moi, je suis passée par un peu deux phases. Dans le sens où moi, j'ai pas commencé sur TikTok à faire du doublage et tout, parce que justement, il y a la vague. Bon, c'est très cool que les gens fassent du doublage, mais c'est vrai qu'il y a cette vague de personnes très jeunes qui se disent, oh, waouh, j'adore les dessins animés, je vais faire du doublage dans des mangas, je vais doubler le prochain protagoniste du prochain animé. Moi, le truc, c'est que j'ai commencé en faisant des trucs un peu niche dans ma chambre, où je me disais, ah, c'est cool, il n'y a pas de version française, bon, bah, je vais faire un truc moi dessus. Ah, les gens, ils aiment bien, bon, bah, c'est cool, c'est sympa. Et forcément, bah, du coup, j'ai fait du théâtre, mais quand j'étais très jeune, et moi, j'avais pas lié ce truc de théâtre-doublage, parce que j'ai commencé à faire du doublage quand j'avais 16 ans, un truc comme ça. Mais comme je disais, pas professionnellement, vraiment dans ma chambre, quoi. Et du coup, j'ai eu ce truc jusqu'à, je sais pas, 18 ans, je pense, où je me disais, oh là là, j'adore le doublage, c'est trop cool et tout. Et en fait, au bout d'un moment, du coup, je me suis dit que j'aimais vraiment ça. Je me suis renseignée et j'ai commencé à faire le lien avec le théâtre et j'ai commencé à me dire, ok, je vais essayer d'être polyvalente. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le doublage,
Bon, pas pour des raisons nostalgiques, surtout parce que j'aime bien le truc qui fait que... En fait, j'aime bien jouer. Au début, j'aimais bien jouer avec le fait d'être protégé par un micro, et donc pas devant les gens, même si derrière un micro, on joue aussi complètement avec notre corps, etc. C'est pas la même angoisse. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout la même angoisse. Et au bout d'un moment, j'ai recommencé à faire du théâtre, là. Parce que du coup l'envie d'être polyvalente, mais surtout de ce que je disais, je vais me perdre avec mes propres mots. Moi j'aime bien le doublage parce que justement on peut interpréter beaucoup plus de choses que ce qu'on peut faire sur scène. Dans le sens où bon, déjà c'est génial, je trouve que tout passe par la voix, le fait d'être une personne. Moi j'étais très timide, mais je suis une personne qui est très excentrique dans ma manière de parler, on va dire. Dans le sens où on m'a souvent dit que j'étais une personne qui faisait souvent des visages spéciaux quand j'ai une émotion spécifique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi je vois, mais peut-être pas tous les gens qui nous écoutent. Ouais, dans le sens... Démonstration, maestro. Démonstration. Par exemple, un truc très cool, c'est que y a des gens, on peut pas savoir ce qu'ils pensent. Moi, on peut savoir très facilement ce que je pense. Par exemple, si jamais quelqu'un dit quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, enfin avec quoi je ne suis pas du tout d'accord, je ne vais pas rester de marbre ainsi. Je vais faire un espèce de... Mais ça ne va pas être contrôlé en fait. C'est vraiment des choses qui sortent de moi et qui font que on peut lire tout sur mon visage. Et du coup, voilà, donc comme je disais par rapport à la voix, c'est très cool d'interpréter plein de trucs différents. Et sur scène, je vais pas interpréter un petit garçon. Est-ce que je ressemble à un petit garçon? Pas vraiment. Dis non, merci. Non, j'ai rien dit. Mais du coup, alors que en doublage, je peux interpréter un petit garçon, je peux interpréter des choses que je peux interpréter sur scène aussi, mais je peux interpréter plein de trucs. Et des trucs plus excentriques, je trouve, que sur scène. Sur scène, il y a les costumes qui font que, effectivement, et puis le build-up de personnages qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses excentriques. Mais effectivement, il y a des cartoons, South Park, par exemple. South Park, c'est l'exemple parfait de mais c'est trop bien de doubler ça, quoi. C'est trop cool, ou même des jeux vidéo où c'est des trucs à fond, c'est cool. Voilà. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, et les gens se rendent pas forcément compte, mais dans le doublage, effectivement, pour qu'ils y croient eux et que ça sorte de l'image, comme on dit, il faut que ce soit joué, et pour que ce soit joué au niveau où il faut, t'es obligé de donner énormément d'énergie dans ta voix, vu que tu n'as que ça. En tout cas, que ça qui va être perçu dans le produit final. Mais toi, derrière la barre, tu te sers pas du tout que de la voix. Tu dois mettre ton corps en mouvement, perdre des kilos, faire les grimaces, faire les gestes, parce que sinon certains sons ne sortent pas. Et c'est vrai qu'on se les autorise plus, parce que devant des gens, il y a des... Je me souviens, Mark Hamill avait dit ça en disant le rôle du Joker dans le dessin animé Batman, jamais j'aurais pu... Déjà, il aurait pas pu exister dans un spectacle vivant, parce que beaucoup trop excentrique, et ça aurait créé de la gêne plus qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas la distanciation du crayonnage. Et surtout, j'aurais jamais osé faire ce que je me suis retrouvé à devoir faire derrière la barre pour que la voix sorte comme ça, à sauter sur la table, à jeter les feuilles, à hurler, à machin. Les gens se rendent pas compte, mais il faut l'avoir fait pour s'en rendre compte à quel point, justement, il faut être totalement impudique pour faire du doublage, notamment les dessins animés, notamment des rôles un petit peu excentriques. C'est ça. Et puis au début, surtout, comme tu disais, les gens qui veulent faire que du doublage, dont je faisais partie au tout début, si on se cale que sur le doublage et qu'il n'y a pas ce truc de théâtre, il n'y a pas ce truc d'évolution un peu, en fait, derrière le micro, t'es comme ça, quoi. Et tu vas rien sortir si t'es comme ça. Et moi aussi, au tout début, mes premiers plateaux, j'étais comme ça, et tu sors rien, quoi. Il y a rien qui sort de toi. Bah oui, la voix sort du corps, et la voix, je le dis tout le temps, c'est un truc de corporalité, pas que le doublage, mais tous les travaux de voix, tu dois mettre le corps dedans, parce que sinon ça reste coincé dans la gueule. Et du coup, tu donnes rien, tu donnes juste de la voix. Il n'y a rien de pire que juste donner de la voix, parce que tu vas devenir formulaïque, tu vas t'écouter jouer, tu vas pas être le personnage, tu vas jouer. Donc on va tomber dans des clichés, dans des codes mémoriels. Il y a la petite vidéo qui a tourné de Pierre Ninet, là, qui se fait un petit clin d'œil.
J'ai vu. Les fautes de doublage. Parce que tu dois forcer le jeu et te mettre à cabotiner. Si tu essayes d'interdire ton corps de faire tout ce qu'il doit faire pour que la voix sonne, et que tu mets tout dans la voix, bah tu la forces et du coup ça devient faux. Si tu joues Ouais, faut que mal, tu tu joues faux. remplisses. Ouais. Tu remplis rien si t'as que la voix. Donc pour quelqu'un de timide, ou pour une ancienne timide, c'est quand même marrant parce que tu dois d'autant plus lâcher des trucs dans le noir à l'abri de la barre, je pense. Ah ben, oui. Au-delà du fait qu'il le faille, tu prends plaisir à habiter le personnage de cette façon. Oui, et puis le fait d'avoir aucune timidité et surtout aucune gêne, le truc, le rapport à la gêne revient très souvent, je trouve, parce que quand les personnes qui font du théâtre, les personnes qui font du doublage n'ont plus aucune gêne. Et c'est bien, justement. C'est bien parce que bah tu peux rien faire au micro si t'as un peu de gêne en fait. J'ai eu ce truc j'ai fait une formation avec au tout début, je venais d'arriver sur Paris, 20 ans, 2023, j'étais encore un peu stressée et c'était ma première formation. Donc je savais pas comment ça se passait, j'arrive, je fais des trucs, ça se passe bien et tout, mais forcément bon bah je bouge pas trop au micro, j'étais encore voilà. Et le truc c'est que je devais faire un rire, donc je devais projeter, faire vraiment un gros rire. C'était une fille qui avait pris de la drogue, je crois, donc vraiment elle était complètement voilà très heureuse, comme on dit. Et le truc c'est que bah du coup faire le son, la sonorité, le fait que ce soit fort et projeté, tout va bien, mais je ne bougeais pas. Et puis j'avais ce truc de ah putain, il va falloir que je bouge devant 10 personnes là. Oh, oh. Du coup, bah, Et là, le rire. bah, le rire, c'était plus un mélange de ah que de voilà quoi. Le rire en question quoi. Oui, oui, je comprends bien. Mais il faut Mais se oui, sentir à l'aise, oui, donc c'est ça. ça se décrète pas, hein, c'est un Faut cheminement. enlever toute la gêne de son corps, faut la prendre et faut la jeter à la poubelle. Mm, mm. Ça ne doit plus exister. Non, facile à dire. Oui. Facile à dire. Mais c'est vrai, c'est un vrai truc qui est souvent sous-estimé. Très souvent. Tu veux en profiter pour faire un peu de pub à la formation ou au formateur, si tu en as été satisfaite? Bah moi j'en fais beaucoup. Celle que j'avais bien aimée, moi, c'était Titan. Hmm. J'avais beaucoup aimé Titan, c'était très cool. J'en fais surtout à Titan et à Rhino, moi. Rhinocéros, ça s'appelle. Et bah en vrai, c'est très cool. Titan, alors les deux, je crois qu'on est 10, il me semble, ou 8, je ne sais plus. Mais on fait, enfin, en fait, on bosse sur des scènes très différentes à chaque fois. Donc ça peut être du live, de l'animation et tout. Et ce qui est cool à Rhino, c'est qu'on peut faire aussi de l'animation. Et Ouais. ça, c'est cool. Et Est-ce que voilà. tu dirais que c'est très différent doubler un animé que de doubler un live action pour toi? Je pense que ça dépend des gens, mais pour moi, oui. Pourquoi? Parce que je trouve, après, je pense que c'est subjectif aussi, mais je trouve que doubler un animé, c'est plus facile que doubler du live. Parce que je pense que moi, vu que j'ai commencé avec de l'animation et que je regarde beaucoup d'animation, j'ai ce truc de, je suis pas décontenancée par l'image, tu vois, Hmm. dans le sens où peu importe ce qui va se passer à l'image, c'est des codes que j'ai déjà vus et donc je vais pas me dire oula, je joue quoi là? Qu'est-ce que je fais? Alors que du live, admettons que je tombe sur une actrice, je sais pas, que j'ai pas l'habitude de voir, ou alors chacun joue très différemment quand en live, même au niveau du visage, il y a tellement de choses qui passent par les yeux, par la bouche, par les sourcils, que je vais avoir ce moment de ok. Mais il faut pas réfléchir, c'est vrai, il faut pas réfléchir en doublage, mais je vais quand même avoir ce truc avant que le truc arrive de me dire oh ok, je fais quoi là? C'est marrant justement parce que tu peux pas doubler correctement si tu n'es pas comédien parce que tu ne vas pas comprendre ce que le comédien à l'écran a fait. Donc tu ne vas pas pouvoir transcrire fidèlement dans une autre langue en apportant ton truc à toi. C'est vrai aussi pour de l'animation, mais peut-être y a-t-il une tolérance supplémentaire parce que tu ne vois pas une vraie personne comédienne en train de jouer, tu vois un dessin dans lequel un comédien ou une comédienne a mis son jeu. Oui, bah, c'est surtout Alors, à l'oreille marche beaucoup quoi. est-ce que c'est pas plus dur justement? Alors bon,
c'est par rapport à toi, hein, on a tous notre expérience de la Oui. chose quand on en a fait un peu, mais du fait de voir un dessin, tu vois le dessin et le jeu par la voix du comédien qui remplit le dessin. Mais tu ne vois pas le comédien, ses yeux, ses gestes, sa posture, tu n'as pas d'indication sur ce qu'il a fait, il ou elle a fait corporellement et posturalement, tu as uniquement le résultat Mhm. sonique et le dessin. Est-ce que c'est Mhm. plus dur du coup de choper, de comprendre ce que le comédien en VO a fait? Moi, je trouve pas. Ah, tu peux euh, expliquer pourquoi? Parce que c'est intéressant. Bah, dans le sens où je trouve qu'il y a il y a moins de possibilités de faire un faux pas, je trouve, parce que, euh, enfin, comment expliquer? Mais dans le sens où, je sais pas, moi, à l'image, quand je vois par exemple de l'animation japonaise, euh, je, je, je vais coder l'information comme ok, tel contexte fait que telle chose arrive, fait que telle émotion, fait que. Enfin, tu vois, il y a comme une fiche qui se fait très très vite dans ma tête de ok, je vais jouer ça. Mhm. Euh, alors que je trouve qu'en live, il y a plus d'infos à prendre en compte. Parce que déjà, bah, il y a un vrai comédien. C'est autant Et d'occasions d'erreur. oui, c'est ça. En fait, en live, j'ai l'impression on peut se tromper sur tout. Il peut y avoir même un truc sous-entendu au micromètre qui va s'entendre parce que sur le visage du comédien, tout se voit. C'est vrai. Alors qu'en animation, je trouve qu'il y a un petit peu plus, peut-être, je pense, de liberté de l'interpréter comme on peut l'interpréter et de jouer, par exemple, la colère comme nous, on joue la colère. Alors qu'en live, si moi je joue la colère comme moi je joue la colère sur une actrice qui joue la colère différemment de moi, Mhm. ça ne passera pas. Et ça passera Est-ce que pas tu vois ce parce que je que. veux dire? Oui, oui, bah, moi je vois très bien, mais c'est c'est pour expliquer. Ça ne passera pas parce que tu as besoin de refaire jusqu'à ce que tu trouves, ou ça ne passera pas parce que ça ne peut pas passer. Je pense parce que je dois refaire. À part si évidemment je suis casse sur une mamie de 80 ans. Euh, Et encore, pour être surprise. Peut-être. mais, Ouais. euh, mais oui. C'est faisable, mais après c'est pas tant là forcément la qualité de comédien que l'expérience et puis la qualité de la direction et le contexte. Est-ce que tu as le temps de travailler avec le DA? Est-ce que tu as le temps de refaire? Parce que comme tu l'as dit, le doublage c'est quelque chose de très instantané. C'est totalement différent du théâtre où tu travailles des semaines en avance, t'apprends un texte, tu écris, tu cherches des trucs, tu proposes, tu te fais corriger, Ouais. tu Là, répètes. c'est direct. Voilà, là il faut une énorme qualité d'éponge. Faut comprendre très vite ce qui se passe à l'écran, puis refaire, comme disait Patrick Poivet, en habillement le moins possible. Ouais. Et c'est pour ça, oui, que je disais, moi, en termes de travail, en général, sur animation jeux vidéo, je refais très peu mes répliques, C'est le talent. mais je suis trop forte. Ah, c'est Mais pour ça, tu vois, tu pourrais faire Fanny Ardant, donc tu peux bien faire une vieille, elle pousse encore quelques décennies. oh, j'avoue. Voilà. Mais En mais ouais, général, je ne fais qu'une prise. Où est mon porte-cigarette? en général, même si j'ai bu avant, je suis parfaite. Non, mais oui, oui, en live, c'est. Bah, j'ai pas bossé beaucoup en live, mais quand je bosse en live, c'est vrai qu'il y a ce truc de. Je fais des retakes, quoi. Alors qu'en animation, j'ai plus l'impression que c'est direct, quoi. Il y a pas Hmm, de. c'est marrant. Après, bon, c'est peut-être l'habitude, le fait d'en avoir regardé beaucoup, peut-être, je Oui, sais pas. il y a une familiarisation, une familiarité avec le produit, sans doute, avec les codes, comme tu disais. C'est, tu viens d'une génération où ça ne surprend plus. Je me rappelle des interviews de vieux de la vieille du manga, comme Éric Legrand, par exemple, qui est Mm. très connu pour ça, qui disait, mais la première fois qu'on a vu arriver Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque, nous on venait de Mickey et de quelques dessins animés des Pays de l'Est. On a vu arriver ça, on a fait, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, bah, Mais oui. voilà, faut un très bon DA pour. Ouais, et Voilà, puis, ils ont de la surtout, chance d'avoir ça. ouais, c'est ça. C'est ça qui est un peu, je trouve, négligé parfois, c'est que il y a des animés qui sont très excentriques, mais qui sont très cool, qui sont dirigés parfois par des personnes qui regardent pas du tout ça, et ça se sent Mhm. parce que c'est doublé comme un nanar un peu, quoi. Alors que, Donner trop d'intention pour caricaturer, ouais, parce que c'est ça qui colle à l'image.
en Bah, apparence. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore cette image de ah c'est de l'animation japonaise, oh, les mangas là, oh, Ouais. les japonais, Les japonaiseries, comme on disait. ouais les trucs de japonais là, les trucs, ouais, faut arrêter de penser comme ça. On va faire Mais du ouais, Hervé de Funès par là-dessus, puis ça ira bien. bah ouais. Mais c'est bien parce qu'il y a des nouvelles directions, il y a des DA Ouais. très jeunes maintenant qui sont hyper calés animés et tout et qui font des trucs. Qui font des trucs qui collent super bien parce que bah Ah oui. ils ont peut-être soit déjà vu le truc, soit ils connaissent l'univers. Ah, j'ai vu des choses assez fantastiques ces dernières années qui auraient été impensables Bah oui. il y a 20 ans. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a eu années 80-90, il y avait une excellente qualité de doublage des dessins animés parce que c'était tout des théâtreux très, très bien formés et qui avaient le temps et qui étaient dirigés, etc. Après, il y a eu une période de creux où ça a été. C'est beaucoup parti en Belgique, comme on dit, et Ouais. c'était fait plus vite, alors avec moins de temps pour le calligraphe, moins de temps pour l'adaptateur, pour l'auteur, etc. Donc t'en débitais 5 épisodes par jour. Et Ouais. puis là, ça revient de la qualité. J'ai vu, je crois, il y a 2-3 ans, une qui m'a scotché, en VO comme en VF, c'était la mini-série Castlevania, Oui. que tu connais, sur Oui, oui. un truc qui vient de jeu vidéo sur des vampires, enfin, un chasseur de vampires qui Ah oui, court. ça je connais ça. Mais le jeu là-dedans Ouais. est plus intéressant que en VO comme en VF, le jeu est plus intéressant que le dessin, qui est pourtant joli, et que l'histoire, qui est assez sommaire. Bah, limite, tu t'éteins l'écran et tu gardes que le son, et tu te fais une dramatique audio très sympa. T'as pas besoin Ouais. d'image. Mais Parce c'est que génial, vraiment, hein. c'est un niveau de qualité qu'on n'aurait pas eu en 2005, par exemple, où là, c'était vraiment Ouais. un peu ce que tu dénonces à juste titre. Ouais, ouais. Donc, Mais oui, c'est bien, ça évolue. Et même, ouais, je l'avais vu, la VF de Castlevania, elle était pixel. j'arrive plus à trouver qui joue dedans, mais Ah en plus, ça. c'est des comédiens assez connus. Mais je sais que c'est des stars en VO, des vraies stars Mhm. d'Hollywood en VO, et en VF, je sais plus qui c'est, mais c'est des bons c'est des bons du doublage. Hmm. Ça évite de faire des clichés de méchants de manga. Hmm. T'arrives à Paris, t'as 20 ans, tu commences les formations, et on n'est plus dans les années 80, donc il s'agit plus de prendre un agent et d'aller toquer physiquement aux portes des studios, ou peut-être que si, c'est toi qui vas nous dire comment ça se passe pour arriver et trouver ses premiers contrats de doublage. Le démarchage. Le porte-à-porte physique? Ouais, ouais. Ouais, toujours. Bah pour le coup, il y a toujours ce truc de oui, contact, machin chose. Si t'as quelqu'un que tu connais qui peut te faire assister, qui peut te glisser ton nom ou ton CV à quelqu'un. Moi, pour le coup, les premiers contrats, c'était du démarchage à fond. Dans le sens où moi, je suis arrivée à Paris, je n'avais même pas encore d'appart, j'étais déjà dans les studios, en train d'aller poser mon CV. Donc, entre deux, trois recherches d'appart, je me disais, oh, il y a un studio là, je vais poser mon CV. Voilà. Et du coup, ouais, non, en vrai, c'est démarchage, bah, relationnel avec les formations. Si jamais tu tombes avec un DA qui aime bien ce que tu fais, bon, bah, il va se dire, oh, elle était sympa, la petite jeune, là. Et du coup, bah, il va te rappeler. Démarchage par mail aussi ou réseau, mais ça, en général, bah, il y a beaucoup de gens qui démarchent comme ça. Donc, souvent, c'est noyé. Ou alors, bah, forcément, vu que il y a beaucoup de monde, c'est compliqué d'assister, c'est compliqué même en général de démarcher parce qu'ils ont 90 CV par jour, j'imagine. Ouais. Euh, mais ouais, non, mais en vrai, je pense que le démarchage, en vrai, même si c'est compliqué, t'as l'impression de déranger, t'as l'impression de dire s'il vous plaît, donnez-moi du travail. donc, donc voilà, mais au moins il y a ce truc de tu vois la personne en vrai et puis tu peux avoir une petite vibe, un petit truc, un petit feeling. Et en formation, en vrai, ça marche aussi parce que la personne te voit directement. Donc elle peut se dire j'aime bien, ok, elle est prête à bosser. Voilà. C'est marrant parce que je vois plein de gens de la profession ou hors de la profession, qui ont plus mon âge que le tien, et Mhm. qui parlent tout le temps, alors je déteste cette formule, mais il y a une vraie souffrance derrière et un vrai problème, c'est le syndrome de l'imposteur. Il me semble pas que tu aies ce problème de légitimité ou que tu t'en es débarrassé en tout cas, ce qui est plutôt une force. Moi, ça va, mais je pense que c'est un truc qui vient petit à petit, dans le sens où j'ai des potes qui l'ont, parce que en fait, bah, c'est des amis à moi qui ont commencé, mais qui n'ont pas fait de théâtre. Et du coup, Toujours ce qui ont... sujet. Ouais, on revient toujours au même truc. Ouais.
mais qui se débrouille très très bien, qui bosse très très souvent. Elle bosse beaucoup sur de l'animation. Et tout se passe bien, tout va très bien, mais juste, effectivement, vu qu'elle a pas fait de théâtre, il y a ce truc de, je suis là et toutes les autres personnes autour, ils ont fait le cours Florent, quoi. Donc, il y a ce truc de syndrome de l'imposteur, de je mérite peut-être pas ce que j'ai. Je trouve que c'est du stress pour rien, dans le sens où je peux comprendre d'où ça vient, mais je me dis, je pense qu'il y a trop ce truc de comparaison de en fait je pense qu'on devrait tous dire on est comédien au lieu de dire ouais on est comédien mais lui il a fait le cours Florent, lui il a payé tel truc à 4 000 € pour faire du doublage et tout. Ouais, on s'en fiche de ça, on s'en fiche pour le coup. Enfin, je veux dire, ce qui compte c'est le fait de faire des trucs au micro, d'être utile et d'être comment on dit, pas professionnel mais d'être réactif, comme tu disais, d'être une éponge en fait. Et on n'a pas à être jugé en plus sur oh là là tu viens de tel truc, oh là là t'es le fils, la fille de machin. C'est bon quoi. C'est le résultat qui compte, normalement. Ouais, c'est ça, c'est le résultat, et puis si ça marche bien, et Si c'est ça ça qui est marche pas, tu cool. vas bosser, parce que peut-être tu dois toujours apprendre, toujours te former, mais ça, Ouais, bon, c'est c'est vrai ça, que bon, on n'est pas tous égaux face aux besoins de validation par l'environnement c'est ou par ça. les pairs. Ouais, le truc, le besoin de validation, c'est ça. C'est un C'est gros truc dans nos métiers. C'est plus ton métier que le mien d'ailleurs, mais Mais ouais, j'ai l'impression que ouais, c'est très. Il y a le besoin d'être validé, et pas que par les pairs, il y a aussi ce truc de être validé par le public, dans le sens où si jamais t'as de. Ah, je perds tous mes mots. De l'influence. Si jamais t'as de l'influence, ta voix va avoir plus de qualité que la voix de quelqu'un d'autre. Alors que non, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. non, mais ça dépend comment tu le ressens et comment tu le penses, vu que la voix, ça n'est jamais que l'intention d'agir qui sort. Donc, ce que ton cerveau se raconte va faire que la voix sort d'une certaine façon. Ouais. Si tu es persuadé d'être une fraude, Ouais, tu vas tu être vas, moins. Ouais. tu vas mettre toute ton énergie dans le fait de le cacher quand tu parles, donc ton énergie n'est plus disponible pour améliorer ta qualité oratoire et ta qualité de jeu. Parce qu'effectivement, si t'es persuadé que normalement tu devrais pas être là, que, et que c'était qu'une question de temps avant qu'on s'aperçoive de la forfaiture, c'est pas serein, donc ça Ouais. va pas bien se passer. Puis ça te met un stress, et puis ça ferme des portes de se dire ouais, qu'est-ce que je fous là, je suis une fraude. Bah non, c'est très bien ce que tu fais, faut être positif. Et si c'était Voilà. le cas, de toute façon, on te le dirait vite. Parce que Oui, il y a de l'argent en jeu, les gens sont pas là pour être gentils, c'est ouais, assez impitoyable comme milieu, donc si t'es pas bon, tu vas vite être au courant. ouais, c'est ça. Ouais, c'est très honnête comme milieu. Oui, voilà, on va le dire diplomatiquement comme ça. C'est ça, soyons Très très honnêtes. honnête. Alors, on ne peut pas ne pas en parler, même un petit peu, parce que c'est le sujet du moment, surtout dans le doublage, c'est les fameuses IA, Tu vas parler de la l'IA. synthèse, bah ouais, c'est... Alors, de ton point de vue à toi, est-ce que tu crains pour ton avenir? Est-ce que ce truc-là va révolutionner le métier, le tuer, être une mode qui va passer? Encore autre chose? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu vis Bah, avec ça? moi, c'est comme le syndrome de l'imposteur. En général, je suis une personne qui est très positive, je pense. Je sais pas si c'est du déni ou de la positivité, mais, je me dis que, en vrai, tout ce qui est relié à l'humain, et surtout créativement parlant, c'est pas possible de le remplacer à 100%. C'est pas possible de l'utiliser à 100% pour remplacer ça. Comme j'avais dit, l'IA, c'est un outil, ça peut aider dans plein de domaines, en scientifique aussi, ça peut aider en scientifique. Mais même dans le domaine scientifique, c'est compliqué d'utiliser l'IA à 100% et de dire à l'IA, OK, vas-y, va faire mon travail. Même quand c'est quelque chose de très scientifique, calculatoire, elle va merder parce que y a un truc qu'elle va pas comprendre correctement, il y a un truc qui sort de sa trajectoire d'analyse, et du coup, si c'est pas un truc qui est normal pour elle, elle va pas le comptabiliser.
Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, dans le côté scientifique, moi, ce que j'avais utilisé l'IA pour compter des cellules, avec du coup une photographie de microscope. Et donc une photographie de microscope, c'est une image qui prend 2 heures à faire. C'est une image énorme avec des pixels, mais je sais pas combien de pixels, mais c'est immense. Et donc c'est sur des énormes ordinateurs pour traiter ça. Le truc, c'est que l'IA, du coup, tu vas la calibrer pour qu'elle compte tes cellules. Si jamais tu as une cellule qui sort du fait d'être une jolie petite cellule ronde, toute mignonne, avec un petit noyau, si c'est un petit peu une cellule un petit peu déformée qui a vécu des choses, c'est non. Ça ne sera pas une cellule pour l'IA. Et donc, elle va pas compter le truc, et donc ça va fausser le truc, donc il va falloir que tu passes encore 1 heure à la recalibrer, ou à le faire toi-même, ou alors à l'utiliser pour compter les cellules rondes, et toi, tu comptes les cellules pas ouf. Mais du coup, c'est un outil et tu peux pas lui dire vas-y, fais tout. C'est pas possible. Et je pense qu'en créatif, c'est la même chose, surtout que là, il y a une émotion en jeu et l'IA est capable de coder les émotions, de comprendre la définition d'une émotion, mais c'est un robot, ça ne peut pas comprendre comment une émotion, humainement parlant, fonctionne. Ce n'est pas possible. Oui, parce qu'elle ne séjourne pas dedans. Oui. Donc elle ne peut encoder que ce qui est encodable. C'est ça. Et il y a certaines choses qui ne sont pas possibles à mettre en équation. C'est ça. Mais du coup, ouais. Donc, positif, j'imagine. Si c'est un risque dans le sens où c'est pas cher, du coup forcément les gens se disent oh là là, ma série, je vais la faire doubler en IA, ça met 2 jours et en plus c'est pas cher. Oui, mais pour reprendre le premier invité que j'ai eu en décembre, Alexandre Crépet, qui je passe un petit coucou s'il regarde ça, il est adorable Alex. C'est lui qui fait Madara dans Naruto, entre autres, qui a joué dans Yu-Gi-Oh! Ça me dit un truc, ouais. Et il me disait, finalement, l'IA ne va bouffer que les jobs bouffables, donc les jobs de merde. Que de toute façon, nous, on n'a pas d'intérêt à faire, et que des fois, on est contraint de faire parce qu'il faut qu'on fasse nos cachets pour notre intermittence. Donc des fois, il y a des jobs un peu pourris, mais tu les fais de ton mieux et de tout ton cœur, évidemment, parce que ce qui compte, c'est le produit final qui doit être bien. Mais bon, à un moment, voilà, c'est pas... Ouais. Ça ne volera pas les vraies choses. C'est ça. Après, ce qui est chiant, c'est que forcément, vu que c'est plus pratique et tout, il y a un monde dans lequel ils se disent... Enfin, des studios se disent ouais, les petites ambiances, on va pas appeler des gens, bon vas-y, il y a une petite ligne en plus là, on va la faire par l'IA. Ah ben ça c'est l'erreur du département marketing qui comprend rien à la comédie, parce que c'est justement quand tu loupes les ambiances et petits rôles, comme ils disent, que tout l'édifice s'écroule. Parce que si tu mets ma boulangère pour faire les bruits de fond pendant que c'est Morgan Freeman qui parle, c'est pas bon. Ouais, ça va, ouais. Ça marchera pas. Mais ouais. Bisous à ma boulangère. Bisous. Comment est-ce que tu travailles, toi, pour construire tes personnages? Est-ce que tu as une méthode particulière? Est-ce que tu viens d'une école particulière de théâtre? Stanislavski, la méthode, j'en sais rien, encore autre chose? Moi, ce que je fais actuellement en théâtre, là, je suis dans un espèce de petit groupe où on fait des représentations. D'ailleurs, je joue en fin d'année. En fin d'année, non, c'est dans 2 mois. Ah, mon texte. Ça va, je le connais, tout va bien. Mais j'avais oublié. Mais je joue en juin, du coup. Et ça s'appelle Cours Acte 2. C'est à Paris. Et donc, on est un petit groupe de théâtre. On est 10. Et d'ailleurs, c'est hyper bienveillant. C'est trop bien. J'adore. À chaque fois, c'est un plaisir d'y aller. Voilà, petite pub. Et en vrai, on fait beaucoup de choses. On étudie beaucoup de choses. Au début, du coup, on n'avait pas la pièce. Du coup, on est passé sur plein de méthodes. On a fait de l'impro. On a fait plusieurs manières de jouer les trucs. Et donc, en général, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de choses de moi, je pense. Dans le sens où quand on me donne quelque chose, je vais le nourrir avec moi, ce que j'ai en rapport avec le personnage. Dans le sens où, par exemple, là, ce qu'on fait en fin d'année, c'est une pièce sur Big Mother. Est-ce que tu connais? Je connais Big Brother, mais pas Big Mother. Ok. C'est un peu alors, gros résumé très rapide, c'est un peu un scandale diplomatique du fait que, en gros, il y a un parti qui s'appelle Démocratie Totale, qui essaie de prendre le pouvoir, et en fait, c'est pas trop démocratie totale. En gros, c'est littéralement de la dictature. En gros, c'est littéralement Elon Musk qui essaie d'aller au pouvoir, sauf que Elon Musk est une femme. D'accord. Voilà.
Mais c'est une œuvre de fiction que vous adaptez? Oui, c'est C'est ça. un bouquin? Alors, il me semble que c'est un bouquin, ouais. Là, je vais dire n'importe quoi. C'est sur l'occasion d'aller feuilleter ça. C'est vrai, mais il me semble que ouais, ça vient d'un bouquin. Et du coup, moi, je fais la fille d'un journaliste qui, du coup, débunk un peu l'histoire, sauf que moi, je bosse avec l'Elon Musk en question. Ah ah. Du coup, mon père me défend, essaie de me sortir de là, voilà. Et du coup, mon personnage, en gros résumé, c'est non, il faut pas détruire l'écologie, arrêtez, non, je vais sauver le monde et tout, voilà. En gros, ça c'est vraiment la caricature. Mais outre ça, c'est une jeune fille qui a mon âge et qui est très grande gueule dans le sens où en fait, contre tout le monde et contre toute attente aussi, elle va souvent dire à la personne qu'elle a tort en face et lui dire ses quatre vérités en restant respectueuse, mais en débunkant la chose et en donnant plein d'arguments. Et bah, du coup, en comparaison à moi en général, je suis quelqu'un d'un peu grande gueule. Je vais un peu donner mon avis sur les choses, comme tu as pu le voir sur LinkedIn. Mais du coup, j'ai ce truc de je veux faire le bien. Tu vois, au fond de moi, j'ai envie de faire le bien, je veux faire le bien. Et du coup, ça me permet de construire un truc et de nourrir le personnage parce que je la joue, mais je la joue comme moi, en fait, comme moi je l'aurais joué. C'est pas totalement moi, mais je mets, on va dire, je sais pas, 50% de mon caractère et de ma personne dans le personnage, et le reste, c'est du build-up. Voilà. Ok, intéressant. Sachant que vous êtes dirigé pour ça. Oui, Ouais. on a une metteuse en scène. D'accord. Et il y a un temps de préparation de plusieurs mois Ouais. Ouais, là, du coup, bah, on a. Alors, je sais plus. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 mois. On a commencé en janvier, ouais. Oui, ça fait plus, ça fait un petit moment. Du coup, on révise la scène, on la rejoue tous ensemble. On se fait des italiennes, chacun les uns les autres, avec bah, du coup les gens avec qui je suis en duo. Euh, voilà. On discute de comment rajouter des trucs, les costumes aussi, quel genre de trucs, d'objets je vais pouvoir prendre. Voilà. Est-ce que tu veux bien expliquer pour les gens qui nous écoutent, qui ne le savent peut-être pas, ce qu'est une italienne? Ah oui. Alors, et là je me trompe et je dis n'importe quoi. Une italienne, c'est le fait de répéter nos répliques, par exemple du coup en duo avec quelqu'un, mais on va les répéter rapidement. En fait, on va pas les jouer. Donc c'est surtout en fait pour mémoriser le texte et pour pas avoir de bug bah, en plein milieu et de se dire waouh, qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est pour faire rentrer le texte dans le subliminal, pour que ça sorte quasiment sans y penser. Tu vois, ta définition est 100 fois meilleure que la mienne. Mais parce tu que vois, je te suis supérieur en tout. Oh et c'est moi la fille qui est égocentrée. Évidemment. Évidemment. Elle était très bien ton explication. Merci. Ma belle définition là. Ah. Et alors, je vais pas te demander ça à froid, parce que je sais que ça peut être dangereux pour la voix, mais... Oh non. C'est toi qui as fait la maline en disant que tes copains te demandaient de faire souvent des hurlements. C'est vrai, j'avoue. Alors, pour faire une petite... si ça t'amuse et si c'est possible, je vais pas te prendre à défaut, sinon on coupera cette partie, mais est-ce que tu peux me montrer en impro une idée de personnage que tu commences à jouer, qu'on voit comment tu modules ta voix, tes expressions de visage, et puis si tu veux aller jusqu'à faire des expressions très, très, très vocales, des hurlements, des choses comme ça, qu'on voit comment tu places, surtout c'est surtout ça, le corps, la voix, comment tu rentres dans le truc. Je peux faire ça, par contre, trouver un perso. J'étais en train de penser à un truc, genre peut-être mettre une bande rythmo, j'en sais rien, mais. On se fait une impro si tu veux. Ouais, on se fait une impro, ou alors j'allais dire sinon je te fais mon perso de la pièce que je fais, mais je me souviens plus. Ouais, mais un manga. Ouais, ah oui, tu veux un truc plus animation. Non, c'est juste que ça me fait marrer, mais. Tu veux que je galère? Un petit peu. Faire un truc, si tu veux. Ok, si tu veux, je peux te faire un petit garçon. Je t'en prie. Montre-nous comment tu fais ça. Alors attends, je vais. Alors juste ça, soyez conscients, les gens, là ce que je fais, c'est un petit peu méchant, c'est très difficile. Parce que non mais je profite pendant que tu te prépares pour faire cette digression.
Il y a encore beaucoup trop de gens qui croient que être comédien vocaliste, c'est avoir une belle voix et avoir un ensemble de techniques, et on appuie sur un bouton et boum, ça part. Comme si on était des boîtes à nœuds. Quand vous avez l'impression qu'il se passe ça, c'est parce que la personne est comédienne et qu'elle sait, en un claquement de doigts, se mettre dans un personnage, d'où le fait que la voix vient. La voix tout seul, ça n'existe pas. Donc c'est difficile de demander ça à quelqu'un à froid comme ça à l'impro. Donc voilà, c'était juste pour préciser que c'est pas parce que ça sort bien quand c'est bien fait que c'est facile. C'est parce que ça a l'air facile quand c'est quelqu'un qui sait qu'il le fait. Voilà. Mais pas de pression. Est-ce que tu veux que je te fasse juste un cri ou alors un... Tu fais comme tu veux, c'est ton émission. Ok, je réfléchis très fort là. Ce que je peux faire... Alors déjà, je vais te protéger avec mon gain parce que ma carte son qui va m'aider au max là. Alors attends. Tu fais la réflexion très fort de manga avec la veine qui sort et tout. Ah Samra. Hop. En plus, j'ai fait un petit garçon il y a pas longtemps. Attends, faut que je me rappelle. Ok. Je peux te faire un truc du genre... Regarde, maman, je suis volée. Regarde, ça, c'est mon cerf-volant. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Attends, fais doucement. Je vais tomber. Alors, c'est marrant, c'est qu'on voit presque l'image. Parce que comme t'as enlevé tous les graves de ta voix et que t'as piaillé tout de suite en haut, et là on le voit, t'es obligé de sourire énormément avec les yeux, avec la bouche, sinon ça sort pas. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué de faire un petit garçon triste. À chaque fois, c'est très... C'est plus dur ça. Hein. Ouais, ah mais la joie, en général, les... Attends, mais je vais remonter mon gain, parce que là, tu dois m'entendre en ASMR. C'est quand même pas, mais c'est... Mais les émotions les plus faciles à faire, c'est les émotions les plus instinctives, à chaque fois. Ouais, pour toi, c'est quoi la joie la joie, la peur, la colère, à chaque fois que c'est quelque chose qui est pas instinctif, ça c'est compliqué. Parce que c'est... Bon, j'imagine que c'est lié, là je vais faire la scientifique, c'est lié à notre cerveau reptilien. Scientifique, forcément, c'est un débile de geek avec un cheveu sur la langue. En plus, j'ai des lunettes, c'est parfait, je peux faire ça. Ah oui, comme tous les scientifiques. Bah oui, voilà. Mais oui, voilà. Du coup, un petit garçon très heureux avec son cerf-volant qui est tombé et qui est peut-être mort. J'étais pas parti là-dessus, mais pourquoi pas. Mais elle rigole. On le construit souvent comme ça, blague à part. C'est ce qu'on appelle les grandes catégories d'émotions clichés qu'on fait exprès de dégrossir au début et qui ne sont jamais suffisantes. La colère, la joie, la peur, la tristesse, le désir. Enfin, c'est des trucs qui sont des espèces de mots-clés comme ça en package. Et avant de l'avoir intégré dans un personnage qui existe, avec une histoire, avec des enjeux, avec des interactions, ça veut rien dire parce que ça peut tout vouloir dire, mais ça donne une grande direction qui peut être un peu trompeuse aussi. Donc c'est vraiment des exercices de dégrossissement, et après pour remettre de l'intensité dedans dans un personnage construit, ça c'est... Donc faudrait le voir sur une session entière de travail, mais entre, si je te dis Morgane, mets-toi en colère, tu vas me donner quelque chose que tu vas chercher, mais c'est une colère qui est complètement éthérée, elle n'est accrochée dans rien. Quelque part, elle va te ressembler peut-être un peu, ou elle va ressembler à un personnage que tu as fait il y a pas longtemps. Et si après on passe 20 minutes à écrire un personnage, ne serait-ce que 20 minutes, et que tu as des points d'appui pour le comprendre, et que je te redis dans le personnage, il est en colère contre telle personne parce qu'il se passe ça, tu vas me redonner le même mais ça va plus du tout être le même qu'au début. C'est pour expliquer aussi pour les gens qui vont nous regarder, parce qu'il y a encore beaucoup de choses fausses et fantasmatiques qui traînent sur le domaine du doublage. Avec beaucoup trop d'importance mise sur la voix et trop peu d'importance mise sur le derrière, ouais. Voilà, le travail en amont, sur la comédie, sur qu'est-ce que c'est que de créer un personnage, de construire un texte. Alors, la construction, c'est hyper important, et même maintenant encore, pour les jeunes personnes qui veulent en faire, c'est souvent mis de côté, parce que souvent on se dit... je sais pas, par exemple, si c'est un personnage hyper connu de One Piece sur une bande rythmo, bah on le connaît le personnage, on va se dire oh trop cool, je vais le faire. Mais
c'est vite vide. En fait, si Mm. on est en plateau, on nous dit oh fais la jeune femme là qui est triste pour tel truc. Si tu sais pas construire derrière, mais en fait ça va être super plat. Le jeu il va rien y avoir dedans. En fait. Bah, tu vas tomber dans le pire, l'ennemi juré du comédien, qui est le cliché. Ouais, c'est ça. Tu vas faire du doublage. En fait, ouais, c'est ça. Tu vas faire du doublage, mais on veut pas qu'on faire du doublage, on veut faire du jeu. On veut Oui, jouer. parce que c'est plus du doublage, ça devient de la parodie, de l'imitation, où t'as une espèce Mm. d'idée générique comme ça, de choses qui ne vont pas sortir de l'image, Oui. comme dirait Sauvan, que je salue. En passant. Du coup, si je comprends bien, toi, t'as pas vraiment eu de... J'allais dire, t'as pas vraiment eu de problème, c'est pas forcément si simple, mais en tout cas, t'as pas eu un arrêtoire comme certains peuvent avoir pour oser se lancer. T'as fait les formations, tu aimais ça, t'avais commencé plus petite, ta mère te soutenait. Bon, on monte à Paris, on essaye et go. Ouais, j'ai pas eu de truc vraiment qui m'a mis une claque, en gros. Bon, forcément, il y a ce truc au début, tu commences les formations, tu dis, oh là là, je vais tout éclater. Non, t'as plein de choses à apprendre encore. Moi, même maintenant, je parle comme si j'étais Féodora Atkin, quoi. Non, j'ai plein de choses à apprendre. Je sens que j'ai évolué énormément. Ça fait 2 ans que je suis à Paris. En 2 ans, j'ai évolué, mais de dingue. Que ce soit dans ma manière de comprendre les choses, dans ma manière de réagir, dans ma manière d'organiser les choses que je dois faire. En doublage, même ma méthode, ma technique, comprendre. Ça, travailler avec un DA, ça a tellement évolué en juste 2 ans. Et encore, en plus, j'ai eu la chance de faire des beaux projets, quoi. Donc, bah, moi, j'attends de voir la suite. Et puis, en vrai, la seule chose qui est un peu négative, forcément, c'est ça fait 2 ans que je suis là. Et puis, il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien plus bosser, comme beaucoup de gens, forcément. Beaucoup de comédiens disent ça, hein. Oui, bien sûr. Et donc, il y a les périodes creuses où tu te dis, qu'est-ce que je fais de mal, en fait? Tu vois, tu te remets en question et tu te dis, ok, peut-être que je démarche pas assez, peut-être que je suis pas assez visible sur les réseaux, peut-être que j'ai pas assez de formation, peut-être que j'ai pas fait tel truc. Mais vu que je suis quelqu'un de positif, ça va. C'est juste des petites passes de, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ça va. Tu as un agent ou tu envisages d'en prendre un dans l'avenir? J'avais pensé, là j'en ai pas. J'avais peut-être pensé plus tard parce que pour le moment, du coup en théâtre, je le fais avec Acte 2, mais pour le coup, vu que j'ai pas en fait, je travaille professionnellement que dans le doublage. J'ai pas fait de figuration, j'ai pas fait de cinéma, j'ai pas fait d'autres choses. Je me dis que actuellement, ça serait peut-être pas hyper intéressant d'avoir un agent vu que ils s'en foutent d'avoir quelqu'un qui fait juste du doublage, quoi. Oui, ils essayent de les caser un peu partout sur les contrats. Oui. Mais à l'avenir, je me dis si, de toute façon, moi maintenant, j'essaie d'être polyvalente. J'essaie de faire plusieurs trucs et puis si un jour je peux faire un truc différent du doublage à côté, je me dirais que ouais, un agent en vrai. Tu penses télévision, tu penses théâtre, tu penses pub, documentaire, livre audio, tu penses à quoi? En vrai, en termes de voix, déjà, j'essaie d'être. En termes de voix, je veux bosser dans tout. Dans le sens où, même en voice-over, en pub, en voix off. J'ai fait un peu de pub, mais j'en ai fait beaucoup moins qu'en doublage, évidemment. Pareil, voice-over, j'en ai fait une fois. Mais j'essaie de faire tout ce qui touche à la voix. En vrai, je suis là, quoi. Mais pour ce qui est du reste, j'aimerais bien faire du théâtre plus. Mais ça, pareil, bon, on verra comment ça se profile. Et après, le reste, je verrai aussi. Mais principalement, en vrai, de la voix pour le moment. Il y a tellement de choses à faire. Bah oui, c'est ça, il y a plein de trucs. Et moi, en tout cas, à partir du moment où on m'appelle et que c'est un truc qui me va, je suis là. Ça va se faire de plus en plus. À force. Et comme tu disais, de toute façon, ton parcours est totalement dans les clous par rapport à ça.
Un comédien, ça se décrète pas, ça se construit sur le temps parce que tu dois traverser tes doutes, tu dois te comprendre, connaître, vivre des trucs à côté de ton métier de comédienne pour te nourrir de ça, pour exprimer tes doutes, tes émotions, et puis hop, ça te fait un appui pour du jeu. Tu vois, tu peux pas simplement le mettre dans un tableur, dans une comptabilité pour te dire tiens Ouais. ça servira plus tard. Il y a toujours un temps de décalage. Donc ça se fait déjà. Est-ce que tu veux passer un coucou particulier à des gens qui t'ont aidé? Ou à des gens à qui tu as envie de passer le bonjour ou de remercier? Bah, je vais être cliché, du coup, je vais dire ma mère. Non, mais en vrai, on en a parlé tout à l'heure, donc je disais, moi j'ai eu la chance de pas avoir de gros stress par rapport à ça. L'annoncer à ma mère, bon, en vrai, la seule chose qui était compliquée, c'était de lui dire, bon, bah, maman, je me casse. Donc voilà. Mais non, elle a toujours été là, et puis voilà. En général, bah, mes potes comédiens, c'est quand même cool d'avoir, comment dire, un avis différent sur le truc. Et surtout d'avoir comme une épaule, de se dire qu'on n'est pas, enfin, on est un peu tous dans le même bateau entre guillemets. Donc on peut comprendre ce que vit l'autre et puis on peut donner des conseils ou quoi. Moi, ce que j'ai eu surtout qui me fait très plaisir et qui est adorable, c'était j'ai un ami qui commence beaucoup à travailler là, c'est trop bien. Il s'appelle Yann Abivin et il a doublé dans Digital Circus aussi. Et de temps en temps, je vais assister avec lui, je vais démarcher avec lui. Il y a ce truc de, en fait, on s'accompagne, quoi. Et on essaie de monter l'autre vers le haut. C'est surtout ça. Faut pas que ça soit un truc un peu, parce que je sais que c'est facile dans ce milieu de, ouais, je vais descendre l'autre parce que il y a un truc de compétition, même si on n'est même pas sur les mêmes rôles, quoi. Il y a ce truc de compétition un peu malsaine. Et c'est bien d'être dans un groupe qui te monte vers le haut et il n'y a pas de jalousie excessive ou ce genre de truc. Donc voilà, bah Yann, du coup, et il y avait un Grégory Le Rigab, tu dois connaître sûrement. Le nom me dit quelque chose, hein, mais rappelle-moi. C'est Miles Morales. Il avait doublé Oui. avec Donald Renew. D'accord, oui, c'est bon, je l'ai. Bah lui, justement, il avait commencé, il s'était fait remarquer sur TikTok. Et adorable, hein, vraiment, c'est une crème. Et il m'avait fait assister il y a un moment à dubbing. Et c'était la première fois que j'assistais à dubbing, j'étais comme ça. Hein. Mais pareil, tu vois, c'est ce truc de vouloir aider les gens. Et puis même, il est très aidant. Tu sais, quand j'ai des questions, ce genre de trucs. Voilà. Tu es plutôt bien entouré. Ouais, c'est ça. C'est comme ma mère en vrai. C'est bien d'avoir des relations positives autour et surtout pas qui te traînent vers le bas comme tu disais, parce que ça peut être tellement facile de tout lâcher parce que derrière en fait les gens te disent bah non fais pas ça, c'est pas bien, nanana. Ah oui, et puis c'est pas que pour le théâtre, c'est pour tout Oui, pour métier tout. artistique, pour tout métier créatif même. C'est le processus de création, c'est quelque chose de tellement fragile au début qu'il faut surtout se prémunir du négatif, et c'est d'ailleurs, tu en feras de plus en plus l'expérience, les vrais bons sont toujours bienveillants. Et par là, j'entends extrêmement précautionneux. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait ce que c'est que le métier parce qu'il l'a fait, si tu lui demandes son avis ou que tu travailles avec, il va être très très délicat dans les suggestions qu'il va te faire. Alors, est-ce que tu as pensé à essayer ça, tu vois? Il va jamais être dans le jugement critique ou dans l'injonction. Alors que n'importe quel trou de balle qui a fait 2 stages de showrunner à la con, il va arriver en disant écoutez, mademoiselle Bréhamel, la caractérisation est faible. Tu Ouais, repères tout de ouais. suite qui est qui. Ouais. Hein, voilà. C'est bon, c'est dans tous les métiers, mais c'est ce que tu vends, ça n'est pas toi, mais quelque chose qui sort profondément et intimement de toi. Donc, il faut d'autant plus se prémunir de ça parce que la critique n'est jamais. Je trouve que tu n'as pas fait au mieux ton travail. C'est tu es insuffisante, tu n'es pas bonne. Je n'aime pas non pas ce que tu as fait, mais ce que tu es, parce que c'est ta voix, c'est tes émotions, c'est voilà. Donc là, ça, faut le vivre pour comprendre. Ça fait très état d'âme petit bourgeois dit comme ça, peut-être, par Non rapport mais à c'est vrai. quelqu'un qui travaille à la mine toute la journée.
c'est pas la même encaisse, mais c'en est une. Mm. C'est pas du tout anodin de ramasser ça. Et c'est pour ça que c'est bien de commencer jeune et puis d'avoir une certaine maturité parce que c'est un métier qui demande beaucoup de nerfs. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, tu te mets en avant à nu devant plein de gens, et puis chaque chose peut être très violente dans la manière d'être prise. Et bah souvent, pareil, alors je name drop plein de gens. Sébastien Minéo, je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Bah, il m'avait dit que lui, parce que bah, justement, quand j'avais 17 ans, j'ai enregistré avec lui pour un projet, le tout premier projet, un peu professionnel, et c'est lui qui m'a dirigé. D'accord. Et adorable, il était adorable, même si j'avais un petit stress quand même, c'était la première fois que j'allais à Paris. Et il me disait, mais moi j'ai commencé. Bon là, il bosse, il lui fait plein de trucs, mais il m'a dit quand j'ai commencé, moi je me suis pris des remarques, j'ai cru que j'allais arrêter. Il m'a dit, j'ai commencé, c'était très dur à tanker, quoi. Et, oui, forcément, bah, tu commences, bon, voilà, je vois ce qu'il veut dire. Mais voilà. Mais après, bon, il y a des gens bienveillants partout, il y a des gens pas bienveillants partout, mais c'est bien de quand même tomber sur des gens. Moi, j'ai eu la chance d'enregistrer avec des DA qui étaient adorables, hyper bienveillants. Je sais plus, mon 4e plateau, je crois, j'ai pleuré tellement le DA était adorable avec moi à la fin. Ah oui, il se passe de très belles choses parfois. Bah oui, c'est ça. Tu te dis, putain, la personne, elle est adorable, quoi. Elle est bienveillante de fou. Donc tu te dis, c'est ça qui te donne envie, en fait, de continuer à, à faire ça. Et ça peut être une déformation qui rend ça difficile dans ce métier, c'est qu'effectivement, souvent, les comédiens ont besoin d'être aimés. Mais c'est même pas un truc psychologique, c'est presque un truc économique, c'est pour pouvoir continuer à travailler, faut que tu passes bien, faut que tu plaises, tu sais ta précarité, tu sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, même si tu as des très grands hauts et des très grands bas, ça peut durer longtemps les périodes de traversée du désert, donc il y a beaucoup de comédiens qui ont intégré la peur de déplaire. Ce qui peut les rendre parfois, en tout cas on peut le penser, ou à tort d'ailleurs peut-être, mais on peut le penser, qui sont un peu hypocrites ou un peu toujours à vouloir être jamais vexer personne, donc à toujours être sur le quant à soi, et par contre il y a beaucoup peut-être de jalousie secrète ou d'hypocrisie Ouais. ou de vraiment la peur de déplaire à quelqu'un. Et ça, c'est un peu incompatible avec un certain courage, avec un certain franc-parler, et ça Ouais. handicape aussi les Ouais, ouais. énergies humaines à donner. Parce que il y a un côté un peu faux, il y a un côté un peu balle des vampires qui peut ressortir. Et personne n'est méchant et ne fait ça exprès, mais ça Oui, c'est pas s'impose un peu dans agréable le. d'avoir. Tu t'en as fait l'expérience un peu? Bah, le truc que tu disais de tout le monde veut avoir une image parfaite. Tout le monde veut être parfait. Et puis, surtout, c'est bon, j'imagine que ça fait partie du métier, mais tu vas pas parler de la même manière à un comédien que à un mec qui est comédien. Et oh, tu apprends qu'il est DA. Ah bah oui. Il y a ce truc de tu es sympa avec tout le monde parce que c'est tes collègues, forcément. Question de respect, ça, forcément, tu es sympa avec tout le monde, mais en fait, il y a ce truc d'hypocrisie latente de si c'est une personne qui peut te donner du taf, bon, après, c'est partout, j'imagine, dans tous les métiers, mais si c'est une personne qui peut te donner du taf, bon, bah, tu dois faire ah, bonjour, comment ça va? Vous allez bien, vous voulez un café? Donc, Voix. la même voix. Mais voilà, oui, c'est. Oui, Ouais. mais on en a même fait une plaisanterie qui est vieille comme le monde sur les comédiens. C'est l'histoire du mec qui est au milieu de la salle et il regarde la pièce, il s'emmerde un peu, puis il regarde son voisin, il fait elle est nulle hein, cette pièce. Et là le mec le regarde, il fait monsieur, je suis le metteur en scène. Ah pardon, non mais la mise en scène est bonne, mais c'est le texte en amont peut-être qui est monsieur, je suis l'auteur. Ah Oh, non mais c'est non, mais en fait, la pièce ça va, mais c'est la vieille là qui joue la mère abusive. Qu'est-ce qu'elle est tarte? Monsieur, c'est ma mère. oh, waouh. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Donc tu dis plus rien, tout le monde il est beau, tout le monde il est Oui, gentil, c'est tout le monde est ça. Tout le monde est merveilleux. parfait. Cher ami, le rôle que vous avez fait cette année est tellement mieux que celui que vous avez fait l'an dernier, et tellement moins bien que celui que vous ferez l'an prochain. Bah Vraiment. voilà. Il peut y avoir un peu ça, c'est vrai, ça existe. Faut le prendre avec légèreté parce qu'il y a tellement Oui. d'autres bons côtés.
effectivement, C'est il se ça. passe tellement de belles choses aussi que ça vaut le Détour. voyage. Ne serait-ce que pour savoir si ce petit con est vraiment tombé de la falaise et est mort avec son cerf-volant. On ne sait pas. On ne saura jamais. Peut-être qu'il est en train de remonter là. Ce suspense est insoutenable. Morgane, où est-ce qu'on peut trouver ton travail? Comment est-ce qu'on peut te soutenir, te faire travailler? Est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler? Alors, beaucoup de questions. Moi, en général, je suis sur pas mal de réseaux parce que je partage beaucoup les choses que je fais. Donc je bosse en pro, mais à côté, comme je disais, je continue là encore de faire des versions françaises, des choses qui n'ont pas de version française. Ou alors je participe à des projets de fiction audio, des projets ça c'est mes projets préférés, mais les élèves en école d'animation qui font des films de fin d'école là, ah j'adore. Mais du coup, j'ai plein de choses. Je suis très active sur Twitter, donc c'est Morgane BHL. J'ai un Instagram aussi, c'est la même chose, Morgane BHL. J'ai un LinkedIn. J'ai un TikTok que j'utilise pas trop, que j'utilise de temps en temps. Mais c'est surtout Twitter et Instagram où je poste des choses. Et voilà. Et un YouTube du coup, aussi accessoirement, peut-être j'ai un YouTube où je poste du coup mes petits travaux fan-made. Voilà. Morgane BHL toujours pour ton YouTube? Non, sur mon YouTube, c'est Akiran. J'ai un pseudo que j'utilise sur les réseaux. On remettra les liens dans la description. Oui. Pour que les gens aillent voir tout ça. Et donc cet été, cours acte 2. Ouais. D'autres choses en prévision dont tu voudrais nous parler? Ou des envies que si jamais un DA nous regarde, c'est possible? Peut-être. Là, j'ai un film live qui va sortir en juin, où j'ai fait... du coup, c'est mes premières ambiances et petits rôles de live. J'attends que ça sorte pour rajouter à ma bande démo parce que c'est un extrait qui est quand même assez long, il me semble, et du coup c'est très cool parce que c'est mon premier extrait live. Merci. Et du coup il sort en juin, début juin. On peut savoir ce que c'est ou tu es sous NDA? Non, je ne peux pas dire sinon j'explose sur place. D'accord. Je l'aurai un jour. Oh non. Mais voilà, sinon il y a ça, il y a ma pièce de théâtre, et puis moi en général en été, même si je veux bouger ou quoi, je vais voir ma mère de temps en temps, mais je reste très souvent en été sur Paris parce que je profite du fait que les comédiens partent pour démarcher un maximum. Voilà. Les comédiens partent, mais les DA restent. Alors ça c'est dans ma tête, ok. Pour moi, l'été c'est le meilleur moment. Ça marche. Eh ben écoute, c'est parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dont tu aurais eu envie de parler dans cette émission? Je ne crois pas. Pour moi, ça va. C'est tout bon? Ouais. On t'a suffisamment mis en avant, ça y est? Oui. C'est bon, j'ai eu mon interview. Wouh. Ton petit ego de comédienne est satisfait? Ça y est, c'est bon, c'est fini. T'es tellement pas comme ça en plus. Peut-être que tu ne le sais pas et que je suis pire que ça. Ah non mais ça je sais que tu es pire. Juste que tu le caches bien. Ah, c'est vrai, mais je suis comédienne, c'est pour ça. Le retour de Fanny Ardant. Morgane, c'était très sympa. J'espère que ça inspirera plein de gens qui veulent se lancer et puis que ça te fera connaître un peu. C'était aussi le but. Et merci beaucoup de m'avoir invité à ta charmante interview. Ça, j'ai pris sur moi parce que bon, t'es insupportable. Non, je suis magistral, arrête. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Non, c'était chouette de t'avoir. C'était notre invité du jour dans l'émission Ça Envoie d'aujourd'hui, Morgane Briamel, comédienne, spécialisée dans le doublage mais qui est en train d'étendre les murs de son format. Et vous en entendrez sûrement parler dans les années qui viennent. En tout cas, vous l'entendrez, ça c'est sûr. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Salut Morgane. Au revoir.